Alors non, Francesca Albanese n'a pas dit Israël est l'ennemi commun de l'humanité. Et la publication de Caroline Yadan qui affirme cela est donc fautive. Selon moi, on devrait être ferme là-dessus. Un minimum de rigueur devrait être exigé. J'ajouterai d'ailleurs qu'elle est contre-productive, car offrant à la partie adverse une occasion de réfutation, voire d'indignation. Mais qu'a donc dit Francesca Albanese au juste ? Elle a bien parlé d'un ennemi commun, mais sans le nommer explicitement. C'est donc dans les phrases qui précèdent cette évocation qu'il faut chercher de qui il peut bien s'agir. Les voici. Le fait qu'au lieu d'arrêter Israël, une grande partie du monde de l'armée lui a fourni des excuses politiques, un refuge politique, un soutien économique et financier est un défi. Le fait que la plupart des médias occidentaux aient amplifié les discours pro-apartheid et les discours génocidaires est un défi. Et en même temps, c'est là que réside l'opportunité, car si le droit international a été poignardé en plein cœur, il est également vrai que jamais auparavant la communauté internationale n'avait été confrontée aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, nous qui ne contrôlons pas d'énormes capitaux financiers, d'algorithmes ni d'armes. Nous voyons maintenant que nous, en tant qu'humanité, avons un ennemi commun. Alors on voit que c'est assez abscon, mais que cet ennemi commun peut en effet, si l'on prend en compte le contexte, être Israël, mais aussi plus largement tous ceux qui amplifieraient des discours qualifiés de pro-apartheid ou génocidaires, voire qui n'auraient pas, je cite, arrêté Israël. Et donc là, c'est pire, hein. Si tu ne fais rien contre Israël, tu serais l'ennemi de l'humanité. De sorte que la citation publiée par Caroline Yadan, certes inexacte, semble bien découler logiquement des propos de notre rapporteuse spéciale. Il semble, tout du moins, qu'il y ait bien un problème dans son discours, et les gouvernements qui réclament désormais sa démission précisent d'ailleurs qu'ils ne se fondent pas précisément sur cette citation, ni même sur ce seul discours. En réaction, Francesca Albanese est revenue là-dessus pour préciser qui elle visait. Notons toutefois que dire un truc ambigu avec des interprétations problématiques, puis revenir plus tard, après l'orage, pour préciser les choses dans un sens qui l'est moins, est une technique bien connue permettant de faire du mal sans en assumer la responsabilité. Stratégie d'autant plus probable que cette explication postérieure manque de clarté ou de logique. La voici. Je parlais des crimes d'Israël, de l'apartheid, du génocide, et j'ai condamné comme l'ennemi commun le système qui ne permet pas d'amener en justice et d'amener à une cessation des crimes d'Israël, le système économique, le système financier et le système politique. Bon, voilà qui reste quand même assez vague. Quel serait donc ce système économique, financier et politique, Et pas très logique. Un ennemi fait du mal, n'est pas ennemi ce qui ne fait rien. Donc peut être ennemi ce qui permet des nuisances, pas ce qui ne permet pas de les empêcher. Or, ce qu'elle qualifie d'ennemi serait, je cite, un système qui ne permet pas. Elle dit aussi en substance ne pas viser Israël en tant que tel, mais des crimes qu'elle lui impute. Très bien, sauf que un crime n'est pas un ennemi, c'est son auteur qui peut l'être. Tout au plus, une catégorie de crimes, ou plutôt ce qui les permet, peut être métaphoriquement qualifiée d'ennemi. Or, elle a parlé d'ennemi de l'humanité, rien que ça. Si on me demandait, moi, ce qui pourrait être qualifié ainsi, je proposerais des choses générales comme la bêtise, le racisme, le nationalisme, qui est d'ailleurs à mon sens ici la principale source du conflit israélo-palestinien et de bien d'autres. Mais à aucun moment je ne citerai des choses liées à un gouvernement précis comme étant ennemi de l'humanité. Une telle accusation semble donc révélatrice d'une diabolisation pathologique, relevant précisément du racisme, au sens large du moins. Et aussi, dans ce cas, on ne parle pas vraiment d'ennemis de l'humanité, mais de fléaux, de cancer. Parler d'ennemis oriente vers des personnes, une nation. Le choix de ce terme est-il vraiment innocent ? On signalera enfin en passant quelques affirmations douteuses dans son discours. Ainsi, la plupart des médias occidentaux auraient,
amplifier le discours pro-apartheid et génocidaire. Voilà qui mérite des explications, sinon des preuves. Nombre de médias occidentaux sont plutôt critiques vis-à-vis de la politique israélienne. Or, selon elle, certains, non contents de reprendre ces discours coupables, les amplifieraient. Et ils seraient majoritaires. Et quels seraient d'ailleurs ces discours pro-apartheid ou génocidaires? J'aimerais bien avoir, là encore, des sources pour les examiner. Ceux du Hamas peut-être, alors, puisque ce dernier a pour objectif l'éradication de la nation israélienne, et donc génocidaire, si l'on se réfère à la définition juridique de ce terme. Sauf qu'apparemment, non, c'est plutôt, évidemment, Israël, sa cible. Donc certes, faire des fausses citations me semble condamnable, mais faire ce genre d'affirmations non étayées également. On notera enfin dans ce discours la désignation d'un ennemi supposément très puissant car contrôlant, je cite, d'énormes capitaux financiers. Voilà qui rappelle une certaine rhétorique ayant contribué au génocide, bien réel celui-là, des Juifs dans les années 40. Elle avait d'ailleurs déjà parlé de lobby juif. Capitaux que nous ne contrôlerions pas. Nous, c'est qui là? Logiquement, les pro-palestiniens, ceux qui financent, entre autres, la puissante chaîne Al Jazeera où ces propos ont d'abord été diffusés. Pas considérables, ces capitaux, ils n'ont pas d'armes non plus, les États du Golfe ou d'ailleurs hostiles à Israël, ni d'algorithmes tels ceux qui inondent les réseaux sociaux de propagande pro-palestinienne. Vraiment? De toute évidence, on a là un discours pas très rationnel et clairement partisan. Et même si l'on considère que l'expression « en tant qu'humanité » englobe un groupe plus large, reste qu'elle exclut de l'humanité ceux qui feraient partie des ennemis. Voilà encore quelque chose de bien nauséabond. Elle pourrait cependant se défendre en prétextant que cet ennemi est seulement un système. Mais soyons sérieux, le système dont il est question ici est bien spécifique. C'est tout ce qui soutient Israël. Il y a forcément des humains là derrière. Et notons surtout que, dans son discours original, à aucun moment, elle n'a parlé de système. De toute évidence, on a là un discours pas très rationnel, suffisamment abscon et ambivalent pour échapper à une critique facile, permettant de dire des choses bien moisies tout en permettant de s'en défendre. D'ailleurs, nombre de ses soutiens ont réagi à la fausse citation en la trouvant très bien, en se demandant ce qu'on lui voulait à leur héroïne, en la félicitant de dire la vérité, ce qui démontre bien l'ampleur de ce racisme antisioniste. Et même si l'on se limite à ce qu'elle dit explicitement, il y a des problèmes, à commencer par l'accusation de génocide. J'ai déjà traité cette question ailleurs. Rappelons simplement que s'il y a probablement des exactions côté israélien dans cette guerre, comme c'est le cas dans pratiquement toutes les guerres, c'est pourquoi c'est contre la guerre en général qu'il faudrait lutter. Il y a aussi des efforts de leur part pour limiter les pertes civiles. Si l'on parle de génocide à Gaza, mais alors qu'est-ce qu'on devrait dire des USA à Hiroshima, des Alliés à Dresde, des Japonais à Nankin, où en à peine un mois, janvier 1938, on a compté plus de 100 000 victimes avec viols et massacres systématiques des civils. Pourtant, ces événements ne sont pas des cas reconnus de génocide, tout simplement parce que pas plus qu'à Gaza, il y a eu de volonté officielle d'éradiquer un peuple entier. D'autant que Gaza, c'est une agglomération, c'est pas une nation. Bref, cet empressement chez beaucoup à parler de génocide, crime considéré comme extrême, au lieu de guerre, révèle surtout une intention diabolisatrice. Francesca Albanese présente plutôt bien et ne cesse de marteler que son souci est le respect du droit international. Mais lorsqu'en 1948, les Arabes, Palestiniens et autres ont attaqué l'État hébreu qui venait de se déclarer dans les frontières accordées par le plan de partage de l'ONU, qui n'a pas respecté le droit international? Qui a choisi la guerre, le rapport de force, plutôt que le respect d'une décision collective? Celui qui viole le droit ne doit-il pas être sanctionné? Et est-il légitime de ne l'invoquer que lorsque ça nous arrange? Donc oui, le discours de cette rapporteuse spéciale,
qui bizarrement résiderait à Tunis, est manifestement partisan, pour ne pas dire pire. De sorte que la demande de son remplacement à ce poste par une personnalité moins partiale, émanant des ministères des Affaires étrangères français et allemands, me semble plutôt fondée. Et il ne s'agit pas pour moi d'accabler cette personne qui a sans doute des qualités, mais de dénoncer le manque d'impartialité en général. Cette tendance à former des clans adverses, voire à désigner un bouc émissaire, au lieu de résoudre rationnellement les problèmes. Tendance qui nous concerne tous. Et s'il est un système qui pourrait être qualifié d'ennemi de l'humanité, c'est un système qui la divise en groupes concurrents, au lieu de l'unifier. Un système qui engendre une compétition excessive en accordant à des individus un pouvoir sur autrui. Il suffirait de mettre en place un système qui unifie. Voilà ce que suggère du moins la raison conjuguée à la bienveillance. Quand on pense qu'il suffirait d'un petit effort de réflexion dans ce sens, pour lequel il n'est pas besoin de capitaux considérables. N'est-ce pas là que réside l'opportunité de répondre à ce défi que nous posent ces ennemis de l'humanité que sont la bêtise en général et le racisme en particulier. Merci pour votre attention, voire votre contribution.